Quand on a lancé cet appel à témoignages avec Politis, la plupart des témoignages qu'on a reçus concernaient des violences commises sur les enfants, de l'inceste. Et pour parler de cette question, quand est-ce que finalement on entendra et on protégera les enfants, j'ai 3 invités aujourd'hui. Arnaud Gallet, ancien membre de la Ciivise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur enfants, qui a fondé le Move Enfant, un mouvement associatif de protection des enfants, de protection de l'enfance, de lutte contre les violences sexuelles. Anne-Emmanuelle de Martini, qui est historienne à Paris 1, qui vient de coordonner un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle Dire, juger et entendre l'inceste. Voilà, du Moyen-Âge à nos jours, c'est des regards croisés des sciences sociales sur la question de l'inceste et de l'écoute. Et Rebecca Wakim, qui a participé à notre appel à témoignage en mai dernier et qui anime des groupes de parole dans l'association En Parler. Donc vous pouvez trouver des flyers sur la table à l'entrée, sur le stand de Politis. Ma première question, c'est presque 4 ans après le MeToo inceste, qui a eu lieu après la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui a abouti à la mise en place de la Ciivise. Arnaud Gallet, qu'est-ce qui a changé après cette prise de parole collective sur cette question de l'inceste? Alors bonsoir à toutes et tous, vous m'entendez là? Alors qu'est-ce qui a changé? Déjà, moi je salue le titre de la table ronde, Quand croira-t-on les enfants? Je pense que ce qui a changé, on n'en est pas encore là. Et je pense qu'on n'en est pas non plus à croire les personnes qui veulent les protéger, et on en est plus à une forme de culture du déni. Juste pour dire, vous voyez, j'ai été il y a 6 mois de ça, à peu près, un peu plus, en Belgique. En Belgique, quand on commence, c'est pas si loin. C'est pour ça que je prends l'exemple, et souvent on a l'impression qu'on est un peu isolé, qu'on est le pays des droits de l'homme, etc. En Belgique, quand on commence un colloque comme celui-là, souvent il y a des petits post-it en fait, tous les 5 sièges, il y a un petit post-it parce que ce qui est important, c'est qu'on se rappelle que qu'en Europe, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Et je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas ce chiffre. Ce qui a changé, je pense, c'est sûrement les mentalités qui ont changé. Il y a eu effectivement des choses qui sont passées, et puis c'était rappelé par Laura à juste titre au moment effectivement de la Ciivise. On a tellement bien fait notre travail qu'on a été mis à la porte. Et ce qui a changé, à mon sens, c'est sûrement une prise de conscience sociétale, et ce qui n'a pas changé, c'est malheureusement le peu d'action au niveau politique aujourd'hui pour que les choses changent. Il y a néanmoins eu, et là je vais me permettre de regarder ma collègue Emmanuelle Piat qui me le dirait, qui dirait quand même, on a quand même lutté pour quand même certaines choses. Il faut quand même se rappeler qu'en 2021, il y a quand même une loi qui a été votée sur la question du seuil d'âge de non-consentement, et ça a changé, et c'était important, et c'était une loi quand même qu'on a eu du mal à avoir, et on a lutté pour ça, et c'était juste suite au MeToo inceste, ça je me permets de le dire. Après, on voit bien que les résistances sont quand même sacrément difficiles. Ce qui n'a pas changé, c'est le classement sans suite, c'est effectivement ce qui a été dit. Et donc ce qu'il nous faut changer, c'est inévitablement avoir une loi intégrale qui permet aussi évidemment de changer les pratiques, de changer si nécessaire la loi, et surtout d'avoir une justice impérative, celle qu'on demandait au niveau de la Ciivise, qui nous semble essentielle. Une justice impérative, c'est quoi? C'est aussi une justice qui permet de se dire à un moment donné, voilà, quels sont les bons comportements à avoir. Et on parlait tout à l'heure très rapidement de Gisèle Pellicot, je me permets de le dire ici, vous voyez, plus que l'affaire qui est atroce, on est quand même face à une situation de victimisation secondaire qui est nommée par la Cour européenne des droits de l'homme, où finalement on a une justice qui se comporte mal avec les victimes. Et je pense que c'est ça en fait qui doit considérablement changer et qu'on doit mobiliser au niveau de nos actions. Voilà. Rebecca Wakim, sur la question de MeToo inceste, est-ce que vous vous rappelez quand ces prises de parole collectives ont eu lieu et que tout le monde, qu'il y a eu une sorte aussi de faux étonnement de la société, puisque les personnes qui ont vécu des violences savent qu'elles existent, est-ce que vous vous rappelez quels espoirs peut-être vous aviez à ce moment-là sur les changements que ça pourrait conduire et ce qu'il en est aujourd'hui? Alors moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, vous m'entendez tout. Ce dont je me souviens surtout, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'en fait, on se sent très seul en vrai. Donc du coup, voir tous ces messages sur Internet, c'était extrêmement émouvant, et ça rassure, parce qu'on se sent vraiment moins seul. Et du coup, je suis désolée, j'ai oublié la question. Qu'est-ce qui a changé? Quels étaient les espoirs que vous les espoirs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retenez de cette prise de parole collective? Clairement, les espoirs, c'était de se dire qu'on allait enfin être entendu, que les plaintes allaient être prises, parce que c'est pas toujours le cas, qu'elles allaient être instruites, c'est pas toujours le cas, et que les mises en cause, parce qu'il faut les appeler comme ça, seraient
à minima convoqués, ce qui est très rarement le cas. Donc moi j'ai l'espoir, je suis très heureuse de voir que la loi intégrale qui va être proposée prend en compte les préconisations de la Civis, parce que on a vraiment besoin en fait de ces préconisations. Elles sont claires, elles sont importantes et on en a besoin pour avancer, nous victimes. Merci. Anne-Emmanuelle de Martigny, vous vous êtes intéressée à l'inceste via vos travaux sur l'affaire Violette Nozière, une femme de 18 ans qui commet un parricide en 1933, il y a plus de 90 ans, et qui accuse son père d'inceste. Depuis cette période, depuis 90 ans, quels ont été les moments qui ont permis à l'inceste d'entrer dans le débat public? Quels ont été les moments d'ouverture où ça a été possible pour la société, potentiellement pour des victimes, de dire ce qu'elles avaient vécu, qui aboutissent à ce qu'on ait ce débat aujourd'hui? Bonsoir. Je voudrais commencer par dire le plaisir que j'ai à être ici parmi vous, parce que j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de parler à des étudiants et à des collègues. Donc ici, voilà, je suis un peu dépaysée et ça fait du bien. Ça fait du bien que les chercheurs puissent rencontrer d'autres représentants de la société et aussi rencontrer les objets sur lesquels ils travaillent. Voilà. Alors, moi j'ai travaillé sur une affaire qui date de 1933 et alors ce qui m'avait intéressé, pas tout de suite d'ailleurs, mais ce qui m'avait intéressé, c'était la façon dont la parole de cette jeune fille avait été reçue. En 1933, est-ce que l'hypothèse d'une jeune fille violée par son père, qui le tue, et qui explique avoir tué son père par l'inceste, comment cette parole a été reçue? Est-ce qu'elle a été crédible ou pas? Bon, alors là, j'avance peut-être, mais voilà, c'était la question qui m'avait intéressée. Et ce que j'avais constaté d'emblée, c'était l'ampleur de ce que j'appelais le déni, l'ampleur du tabou. Et d'une certaine manière, cette affaire qui est ancienne, qui a été oubliée, bon, elle est quand même inaugurale, parce que, j'en viens à la question que vous m'avez posée, parce que quand même, malgré ce tabou, malgré l'incapacité d'entendre cette parole, eh bien, elle avait été discutée. Elle avait été discutée dans les journaux, et elle avait été discutée dans les foyers. Donc voilà, il me semble inaugural, parce que c'est la première fois qu'il y a une parole d'une victime d'inceste qui est rendue publique. Bon, elle a été condamnée à mort. Hein. Bon, voilà. Après, je pense que pour retrouver la même chose, il faut attendre. Les années 70, on commence à en parler. Et puis, la scène inaugurale, c'est les dossiers de l'écran. Hein, voilà, avec Eva Thomas, qui vient de sortir son livre. Et c'est la naissance, pour moi, de la figure de la victime d'inceste qui arrive avec sa souffrance et son témoignage. Voilà, et son témoignage. Alors, écrit, et ça va être le début de ce genre éditorial, finalement. Hein. Et puis, aussi, qui existe sur les plateaux télé. Voilà, donc là, il y a une médiatisation. Je crois que c'est un moment inaugural. Et puis après, après, on arrive à MeToo Inceste. C'est génial, MeToo Inceste. Parce que c'est pas une affaire judiciaire au début. Au début, c'est le livre de Camille Kouchner, et c'est une affaire éditorialo-médiatique, et elle se transforme en un événement de parole. Merci. Ce qui ressort des témoignages que vous avez recueillis à la Civis, et aussi des témoignages que vous pouvez lire sur le site de Politis, c'est que souvent les personnes qui ont vécu des violences ont essayé de parler, elles n'ont pas été crues ou elles n'ont pas été protégées. Arnaud Gallet, qu'est-ce que vous retenez des conséquences que ça cause sur les enfants lorsqu'ils ont essayé de parler une fois et qu'ils n'ont pas été protégés?
Alors c'est une question qui est fondamentale parce qu'effectivement on n'arrête pas de nous parler de la parole libérée systématiquement, on nous rabâche à longueur de journée et finalement on se rend compte que dans 80, les enfants ont quasiment tout le temps parlé ou les enfants devenus grands ont parlé par la suite. Donc il y a quand même quelque chose. Et ce qui est assez magistral, c'est de se dire que on a recueilli en l'espace de un peu plus de 2 ans 33 000 témoignages. Sur 33 000 témoignages, seuls 8% d'entre eux, on a dit à un enfant « je te crois, je te protège ». Et là on s'est rendu compte de quoi ? Que dans 62% des cas, il y avait, c'est du déclaratif bien entendu, aucune conséquence en matière de santé physique, psychique, etc. C'est ce que les personnes déclaraient. Autrement dit, ça veut dire que dans 92% des cas, donc la très grande majorité, on a dit à un enfant, très majoritairement, nous on pensait d'ailleurs qu'on allait plutôt entendre majoritairement t'es un menteur, t'es une menteuse. Non, on a très souvent entendu le je te crois, mais je ne te protège pas. Je ne te protège pas, bien entendu, parce que c'est la famille, on va faire exploser la famille, tu comprends, c'est compliqué, ce que j'ai pu vivre moi-même à titre personnel. Ou c'était un jeu, ce que j'ai vécu aussi à titre personnel, mais ce que beaucoup de personnes vivent. Ou pour les filles, ce qu'elles connaîtront malheureusement quand elles deviendront femmes par la suite, c'est-à-dire ta jupe était peut-être trop courte, ou tu l'as peut-être cherchée, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en réalité, le sujet aujourd'hui, c'est pas la parole libérée, c'est la culture de la protection qu'on doit avoir dans ce pays. Et pour revenir effectivement à la question qui est posée, les conséquences sur les 92%, toutes les personnes ont dit avoir des conséquences physiques, psychiques. 1 personne sur 2 dit avoir fait une tentative de suicide. 40% des personnes disent rencontrer ou avoir plusieurs addictions. 1 personne sur 2 dit avoir des troubles alimentaires, déclare des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, etc. 40% des femmes nous disent avoir des troubles gynéco. Bref, on pourrait multiplier en fait toutes les conséquences qui font qu'effectivement, il faut qu'on sorte l'inceste, les violences sexuelles du huis clos, comme l'a fait la Gisèle Pellicot finalement, en rendant public effectivement le procès, parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une question de santé publique qui est fondamentale. Et je pense que le sujet qu'on a rencontré, nous, au niveau de la Civis, c'est bien celui-là. Et c'est celui-là sur lequel faut... Et ce qui me semble important, peut-être, pour finir là-dessus, c'est que on s'est dit qu'aujourd'hui, le coût du déni qu'on a voulu chiffrer au niveau de la Civis, c'est 9,7 milliards. C'est-à-dire que l'immobilisme, le fait de penser les choses de cette manière-là, ça a un coût pour la société qui est énorme. Alors bien sûr, ça nécessite aussi de l'énergie, et pour les survivantes, survivants, et également pour les professionnels qui font leur boulot, parce que heureusement, ce qui fait que ça tient, c'est très simple. Ça s'explique de manière anthropologique. Il y a toujours des personnes qui ont l'envie, effectivement, de protéger à un moment donné, qui se retrouvent confrontés à des murs et qui risquent des choses. Je pense aux médecins, je pense aux enseignants, etc. Et bien d'autres personnes, aux policiers, etc., policières, etc., etc. Mais je pense que ce coût-là, aujourd'hui, et pour les victimes et pour la société, je me permets de le ramener quand même à cette question-là qui est fondamentale, et on voit bien qu'on nous rabâche là des dimensions d'économie, etc. Ça se passe aussi à ce niveau-là, et à mon avis, et je salue effectivement le fait qu'on ait un député dans la salle, il y a quand même cette réflexion qui a mené, qui devrait aller quand même beaucoup plus loin au regard des coûts quand même que ça représente aussi en termes de finances publiques. Rebecca Wakim, je l'ai dit, vous animez des groupes de parole. Quel regard vous avez sur l'importance de l'écoute, vu que vous êtes passé, vous avez été victime, vous avez essayé de parler, et puis maintenant vous écoutez d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette importance de l'écoute pour les victimes ? En effet, moi, quand j'ai parlé, j'ai été entendue. On m'a pas dit qu'on me croyait pas, mais par contre, comme je sais plus combien, on m'a pas protégée derrière. Et puis surtout, on m'a clairement fait comprendre que c'était à moi de gérer ça, et que surtout, fallait pas en reparler. Et le silence dans l'inceste, c'est quand même, pour moi en tout cas, une des composantes. C'est-à-dire que l'inceste, il se fait, en tout cas pour ce que j'en entends dans les groupes de parole et pour mon expérience personnelle, ça se fait dans le silence, ça se fait dans le calme, ça se fait pas dans la douleur, dans le cri. Et le silence, il est déjà présent en fait, au moment où on vit l'inceste. Et du coup, quand on parle et que derrière on nous protège pas, on entend aussi ne dis rien, tais-toi, laisse faire.
et puis tu feras bien après comme tu pourras. Et quand on a, nous, chez En Parler, on reçoit toutes les formes de victimes de violences sexuelles, pas que de l'inceste, mais ce que je note, c'est que sur un groupe, on reçoit des groupes d'environ 15 personnes. Sur un groupe de 15 personnes, il y en a au moins un bon tiers qui vient et qui est victime d'inceste. Donc c'est quand même très prégnant pour les gens qui se présentent à notre association. Et l'écoute, c'est aussi fondamental dans les groupes, c'est-à-dire que malgré les différentes histoires de chacun et de chacune, on se comprend, on s'entend, et les traumas, en fait, que ce soit victime dans l'enfance ou pas, les conséquences des traumas sont globalement les mêmes. Par contre, chez les victimes d'inceste, les conséquences sont plus lourdes, généralement. Ouais. Et du coup, s'entendre et s'écouter, ça nous reconstruit. Ce que nous disent, le groupe de parole se termine toujours par un dernier tour de table avec un mot positif. Et on a souvent ce mot qui revient, c'est la résonance. Et cette résonance, elle aide les victimes à d'abord se reconnaître, et ça fait du bien, de moins se sentir seule, et à se reconstruire. C'est vraiment l'essence même des groupes de parole En Parler. Anne-Emmanuelle de Martini, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard d'historienne sur la construction historique, enfin la réception historique de la parole des enfants et la construction aussi de cette parole comme provenant d'un enfant qui est menteur, qui ne dit pas quelque chose qui peut être entendu? Oui, d'abord, je crois que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette question de la parole de l'enfant, elle est récente pour ces affaires d'inceste. Parce que pendant très longtemps, sous l'Ancien Régime, on va dire, sous l'Ancien Régime, l'inceste, c'est pas du tout ce dont on parle. L'inceste, ça concerne un couple. C'est un crime sexuel où en fait il y a deux coupables. C'est le couple dans son entier qui est coupable. Et on ne pense pas forcément l'inceste par rapport à un adulte et un enfant. On ne fait pas la différence. S'il y a un enfant, on ne va pas le penser en victime. Hein. De toute façon, il va être coupable. Donc, c'est une question récente. C'est une question qui date finalement du 19e siècle. Et il est clair que méfiance par rapport à la parole de l'enfant. Surtout chez les médecins qui font des expertises. Et il se pose souvent la question au XIXe siècle de savoir si est-ce qu'ils doivent interroger l'enfant et l'écouter, prendre en compte sa parole au moment des constatations matérielles, c'est-à-dire de l'examen physique. Et ils arrivent à la conclusion que, en fait, c'est pas utile et c'est même dangereux d'écouter l'enfant. Ça, c'est le 19e, alors que les juges sont beaucoup plus disposés à recevoir la parole de l'enfant comme vraie. Le dernier tiers du 19e siècle, alors les choses se durcissent et il y a un refus très net de prendre en compte la parole de l'enfant, et là, c'est le thème de l'enfant menteur. Les spécialistes construisent la théorie du faux attentat à la pudeur. Et il y a plus de faux, enfin selon eux, il y a plus de faux attentats à la pudeur que de vrais. 1905, un cran au-dessus encore. 1905, le psychiatre Dupré décrit ce qu'il appelle la mythomanie. La mythomanie, explique-t-il, c'est une pathologie du mensonge. Elle touche surtout les enfants et les filles, et les jeunes filles. Alors il isole ce qu'il appelle l'hétéro-accusation génitale. Et là, c'est des filles qui accusent leur père de viol et d'attentat à la pudeur. Alors, l'enfant qui parle, s'il sait parler de sexualité,
C'est-à-dire, s'il connaît les mots, s'il sait en parler, c'est qu'il est déjà vicieux, en fait. Donc, c'est l'idée de la fillette qui ça donne à la masturbation, en gros, quoi. Donc, de toute façon, sa moralité est déjà abîmée. Ou alors, c'est la jeune fille au sortir de la puberté, donc qui est soupçonnée d'être hystérique ou mythomaniaque, parce que la mythomanie va prendre à peu près la place de l'hystérie. En gros, c'est la même chose, c'est la pathologie qu'on va coller sur les jeunes filles. Et avec Violette Nozière, moi j'ai vu apparaître une autre figure de la jeune fille menteuse, c'est l'Oedipienne. Voilà, finalement, un journaliste du Petit Parisien dit, mais Violette Nozière, elle a inventé un roman freudien. Voilà, en fait, elle désirait son père. Et ça, c'est une figure qui va durer. Hein. Dans les expertises, quand on va commencer les expertises des victimes dans les années 1950, au fond, on va retrouver cette figure de la jeune fille qui désire son père et de la jeune fille qui consent. Et là, je crois que c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante, la chose la plus importante, et qui a fait qu'on n'a pas pu recevoir la parole de Violette Nozière, c'est parce que c'est la question des temporalités. Pourquoi on ne les croit pas, ces jeunes filles? Parce que ça paraît aberrant, cette révélation qui vient très tard, des années après l'agression. Et donc ça fait pas sens, parce que au fond, pourquoi elle n'a pas réagi tout de suite? Alors, donc quand même aujourd'hui on est loin de ces représentations-là. Enfin, je veux dire, on a quand même avancé. On sait des choses. On sait quand même des choses sur la mémoire traumatique, sur voilà. Et puis. On n'applique pas, quoi. Ah oui, mais il y a des choses qu'ils savent. Il y a des choses qu'ils savent. Et la durée de l'inceste. L'inceste, c'est quand même rarement un viol, puis après plus rien. C'est des choses qui s'étalent sur la durée, sur des années. Et ben ça, pareil, ça fait pas sens. En fait, pour les contemporains au XIXe siècle, et très tard, dans le XXe siècle, la durée de l'inceste, c'est incompréhensible. Vous voulez réagir, Arnaud? Je me permets juste quand même, rapidement, ne serait-ce que sur la question de l'amnésie traumatique, on l'a bien vu au niveau de la Civis. Ce qui fait rage aujourd'hui dans les tribunaux, c'est quand même la théorie des faux souvenirs. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui encore en France, alors que c'est quand même décrié par l'OMS, on est un des rares pays à parler de la question des faux souvenirs, de l'aliénation parentale, enfin tout ce truc-là. Donc on voit bien qu'on a quand même des résistances qui sont certaines, que la société évolue considérablement, ça il n'y a pas de doute, inévitablement. On voit bien que c'est ce que certains d'ailleurs de l'université de Bayonne au niveau du département de recherche appellent tout ce qui est en lien avec la commission vérité et penser le mouvement MeToo en fait un peu comme une commission vérité, comme ça s'est passé ailleurs. Mais néanmoins on voit bien que dans les tribunaux, et l'exemple le plus criant aujourd'hui et d'actualité, c'est quand même celui de Gisèle Pellicot et bien d'autres, ça montre bien quand même tout l'archaïsme qu'il peut y avoir encore au niveau de la justice, et ce qui fait qu'on doit changer les choses au niveau culturel réellement, après qu'on puisse avoir une je suis d'accord. Je complétais. À la Civis, vous n'avez pas seulement recueilli des témoignages, vous avez fait 82 préconisations. Aujourd'hui, vous faites du plaidoyer avec le Move Enfant. Quels sont les obstacles quand vous essayez de parler à des politiques pour qu'ils se saisissent du sujet de l'inceste? Parce que autant sur les violences conjugales ou sur les violences patriarcales, on a des personnes identifiées dans le champ politique. Comment vous expliquez que sur la question de l'inceste, ce soit moins évident? Alors peut-être une première chose, je me disais en nous entendant, on l'a pas dit pourquoi il y avait un intérêt de penser une coalition féministe qui regroupe aussi toute la question de la lutte contre les violences faites aux enfants. Et je pense que c'est essentiel. Nous, on a tenu fort au niveau de la Civis, et on voit bien que ça nous a valu un peu notre chemise, si je peux dire les choses comme ça, à penser et dire d'emblée que les violences sexuelles faites aux enfants sont des violences sexuées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a 81% des victimes qui sont des filles, 19% des garçons, et 97% des agresseurs sont des hommes. Donc ce qui signifie que d'emblée, on a un petit sujet, on va pas se mentir, et celui-là, il ne faut pas l'évacuer. Pourquoi ? Parce que d'emblée, on se dit aussi que on pense les choses en se disant le risque qu'il y a pour une victime, c'est de devenir agresseur. Si on pense les choses de cette manière-là, on aurait des agresseuses, on est bien d'accord, 81%, on est bien à 81%, effectivement. Voilà.
Donc on a un sujet qui est fondamental en matière d'éducation, et ça c'est quelque chose qui est important. Et je trouve que déconstruire, et là c'est un peu, moi je suis anthropologue de formation, déconstruire cette dimension culturelle, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une loi, moi j'insiste, pour revenir au sujet d'une loi, et j'en profite, je regarde monsieur le député, d'une loi intégrale, etc. Tout simplement parce que on le voit bien, on a changé les choses, on regarde la peine de mort avec François Mitterrand en 81, c'était impossible, et tout le monde était vent debout à un moment donné en se disant c'est pas possible, etc., la peine de mort, etc. Et il l'a fait, quand même l'opinion publique n'était pas favorable, mais je pense que là c'est de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, et on voit bien qu'il y a un mouvement qui est populaire, il y a des choses qui clivent, mais le clivage il est simple, il n'y a rien qui est bordé. Il n'y a absolument rien qui est bordé, et si le politique, si la loi ne se saisit pas de cette question-là, en fait, on nourrit en fait un clivage, et on ne parvient pas à changer, et malheureusement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des situations, on est tous là dans le spectaculaire, parce que la société aime bien le spectaculaire. Je suis désolé de le dire comme ça, je le dis avec, vous voyez, j'ai une pensée aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est pas pour rien, pour Gisèle Pellicot, pour Caroline, pour ses fils, etc., parce que c'est un moment extrêmement difficile, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu, vous savez, ces grands procès, on se dit tous à chaque fois, il y a quelque chose qui nous fascine, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce truc-là, en fait ? Qu'est-ce qu'on retient ? Pas grand-chose, en réalité. Si on n'a pas derrière des politiques qui viennent pas uniquement prendre des photos, etc., mais qui veulent venir changer les choses considérablement, moi, je pense que, voilà. Et aujourd'hui, avec Mouvement Enfant, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on fait ? On se définit un peu comme le Greenpeace de la protection de l'enfance. Greenpeace, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut qu'on arrête de nous bassiner avec des commissions, etc. Je sais très bien qu'il y a de nouvelles commissions qui se mettent en place. Je salue cette commission, par exemple, qui se met en place au niveau du cinéma. Je le dis avec un peu d'amertume ici, vous êtes député, c'était peut-être ceux qui étaient là avant, et je le redis à tous les députés. Moi, j'ai été victime par un prêtre pédocriminel. On a lutté au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir une mission parlementaire qui s'occupe effectivement des victimes de pédocriminalité dans l'Église. 330 000 victimes en 70 ans, on fait partie d'un massacre de masse. On nous voit comme des citoyens du Vatican, on n'a rien eu au final. Donc on entend bien que ça existe pour le cinéma, et on sait qu'il y a peut-être d'autres enjeux, mais nous qui avons été des laissés pour compte et qui le sommes encore aujourd'hui en 2024, on ne nous entend pas. Donc l'obstacle principal, tout simplement, c'est quoi ? C'est qu'on est invisible, en fait. Et c'est pour ça que les Belges, quand ils commencent leur action aujourd'hui, qu'on fait lever les gens 1 sur 5, qu'on se lève dans la salle, et qu'on n'est pas tous effectivement des figures ou quoi que ce soit, mais qu'on est des citoyens, des citoyennes et des citoyens lambda, et on ne nous voit pas, on ne nous entend pas, et c'est insupportable. Et par contre, effectivement, c'est facile de dire, quand on prend la parole, vous êtes courageux, etc. Nous, le courage, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est de se dire, à un moment donné, on se servir du savoir expérientiel pour qu'on puisse avancer, et c'est ce qu'on demande, et c'est bien pour ça qu'on rejoint toute cette question, effectivement, de la loi intégrale, qui doit passer, effectivement, par un changement des mentalités, et c'est pas juste le beau discours, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, dans ce pays, qui sont donc majoritairement des petites filles et des ados, et aussi des garçons, la preuve. Mais je pense que ça passera pas uniquement par des déclarations de bonne intention ou des spots à la télé, ça passe inévitablement par une loi qui doit être appliquée, et on voit bien que la France, pour appliquer des lois, c'est un peu compliqué. Voilà. Je vais juste poser une dernière question à Rebecca Joachim, parce qu'après l'heure avance et ce serait bien qu'on ait un échange avec la salle si des personnes souhaitent intervenir. Rebecca, vous êtes aussi institutrice, et je voudrais avoir votre regard sur ce qui a évolué ou non dans l'éducation nationale, et sur l'importance de mettre en place, que les professionnels soient formés à détecter les violences chez les enfants. Vous êtes institutrice en maternelle. Alors en effet, je suis institutrice en maternelle depuis 15 ans, et les choses n'ont pas beaucoup changé depuis que j'ai commencé à travailler. On ne nous en parle pas en formation initiale. On est formé sur 2 ans, on n'a rien sur la psychologie de l'enfant, et on n'a rien sur les violences faites aux enfants et les violences sexuelles faites sur les enfants. C'est important de le dire parce que l'éducation nationale, c'est le premier endroit où tous les enfants de France passent, enfin quasi, je crois que c'est 97% des enfants qui sont scolarisés au sein de l'éducation nationale. Du coup, on est le premier endroit, en fait, où on pourrait détecter les violences sexuelles sur les enfants, et on a 0 formation. Quand on est, comme moi, ancienne victime,
on en parle à ses collègues, on leur fait des mini-formations avec le peu de formation, d'auto-formation que j'ai, on leur donne des outils, on leur donne des titres de bouquins, on leur donne des titres de podcasts pour que les yeux s'ouvrent. Et puis derrière, quand on a moi je fais chaque année avec mon équipe, j'en parle, chaque année j'ai des instits qui sortent de cette réunion avec blême en se disant oh mon Dieu, mais combien d'enfants sont passés entre mes mains, combien j'ai pas vu, comment c'est possible. Et une fois que ça est dit, il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose parce que c'est un impensé, c'est-à-dire que remettre en cause les violences sur les enfants, qu'elles soient éducatives ou sexuelles, ça engendrerait une révolution de masse et un débunkage total d'un système de domination que malheureusement la société française n'est pas encore prête à faire. Et du coup, une fois que ces instits sortent de cette réunion, eh bien, après, elles viennent me voir. Et lui, t'en penses quoi ? Et lui, t'en penses quoi ? Et moi, je dis, en fait, il y a eu quelques années, je crois, une campagne qui disait, en cas de doute, pas de doute, un truc dans le genre, appelez le 119. Et les instits ont du mal. Les instits ont du mal parce que ce qu'on dit, c'est oui, mais si c'est en fait qu'une, j'ai mal vu, j'ai mal compris. Eh bien, tant pis en fait, parce que en attendant, il y a un enfant sur 10 dans nos classes. Enfin, moi, j'avais cette statistique-là. Il y a un enfant sur 10 à l'âge de 10 ans, et ces enfants-là, on les sauve pas parce qu'on a trop peur de faire peser sur d'autres familles une petite enquête qui peut-être se terminerait correctement. Et puis derrière, nous on a l'obligation de faire remonter par une voie hiérarchique certes, mais au procureur de la République. Et cette obligation, très peu de collègues la connaissent. Ça aussi, c'est important de le dire. Et surtout, notre voie hiérarchique, c'est des voies où en fait il manque du personnel. Il manque des assistantes sociaux, il manque des infirmiers scolaires, il manque des médecins scolaires. Et donc tout ça fait que la chaîne se grippe très rapidement en fait. Même quand on a vraiment toute la volonté de faire bouger les choses. Peut-être, pardon, juste rappeler sans être lourd comme sur la question, mais il y a uniquement dans ce pays, il y a une loi quand même de 2001 qui impose l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. 2001 quand même, 15% des établissements scolaires en France dispensent l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est important de se le dire. Donc, on n'a pas attendu la Civise pour faire partie pour cette préconisation. Elle date de 2001. Et quand je dis qu'il y a des lois dans ce pays qui ne sont pas appliquées, on est quand même là-dessus. C'est pour ça, j'entends bien ce que tu dis à juste titre, mais enfin, c'est quand même lamentable. On est dans un truc. Les enfants ne sont pas une priorité. Qu'on arrête de nous bassiner à un moment donné. Les femmes non plus. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais au regard des chiffres, non mais je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, un enfant toutes les 3 minutes qui est violé dans ce pays, ça veut bien dire si on me dit que c'est une priorité. Enfin, excusez-moi, il y a un sujet quand même. Il y a une femme victime de violence de la même manière avec les mêmes chiffres. Il y a un sujet quand même. Je propose qu'on termine cette table ronde et avant d'écouter le public, j'aimerais qu'on écoute les témoignages qui ont été reçus par Politis en mai dernier. On a demandé aux personnes qui le souhaitaient de lire une phrase de leur témoignage, donc qui portait sur la façon dont leurs paroles n'avaient pas été reçues ou n'avaient pas permis de les protéger. On a fait un montage audio, il y aura les sous-titres aussi pour que ce soit accessible. Et du coup, je propose qu'on écoute ça avant de faire un échange entre la salle et les intervenantes et intervenants. Voilà. Il y a des marées humaines abandonnées qui cherchent en vain des bras pour les accueillir, des oreilles pour les écouter, des professionnels pour les prendre en charge. Les policiers m'ont reproché de porter une jupe au moment de l'agression, comme si une petite fille pouvait être coupable de son agression, comme si n'importe quelle victime était responsable. Le refus d'agir des proches après un appel au secours, ça dévaste et ça marque à jamais. Comment ai-je pu vivre ça, sans que personne ne dise rien ? Mon mal-être était toujours compris comme lié à la précarité et non aux violences sexuelles. Quand on parle, on fait un saut dans le vide. Elle m'a demandé de me taire pour protéger ma grand-mère. Pendant 17 ans, jusqu'à sa mort, je me suis privée de ma famille pour ne pas le croiser. Tout le monde adore mon parrain, comme tout le monde adorait mon père. Comment parler quand la personne est au-dessus de tout soupçon ?
Je devais me taire pour faire plaisir. Penser qu'on sera entendu, c'est la difficulté première. Cette force que j'avais pour parler, il ne fallait pas grand-chose pour qu'elle s'éteigne. Je me suis tue pendant 30 ans, et c'est MeToo qui m'a redonné la force de parler. Aujourd'hui, je suis en colère contre l'éducation nationale. Mon oncle a dû faire un carnage durant sa carrière. Il me semble que bien souvent j'embarrasse les gens qui m'entourent. Je n'ai pas pu parler pendant longtemps, jusqu'à ce que j'aille en justice. Ce qui s'est passé dans ma famille se produit de nouveau au niveau du processus de plainte. On me traite de menteuse, la famille éclate. Ce traumatisme a complètement foutu ma vie en l'air. C'est une condamnation à vie. Le sujet est clos. L'horreur, l'indescriptible. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Ça, l'inceste. 25 ans après la levée de mon amnésie, mes sœurs m'ont dit « je te crois ». Des mots si salutaires, même s'ils ne réparent pas tout. Même quand la juriste et la psychologue de France Victimes ont qualifié les faits d'agression sexuelle sur mineurs, ma mère a banalisé. Je suis sortie de l'ombre et ma parole devient publique. C'est une libération. Un nouveau chemin de réparation individuelle et collective advient. C'est seulement quand on a été victime qu'on mesure le courage qu'il faut pour parler. Les thérapeutes m'ont écoutée, comprise et aidée à comprendre pourquoi je voulais mourir. Car ces actes pédocriminels sont des crimes sans cadavre. Je comprends que mon histoire fait partie d'un continuum de violences sexistes et sexuelles perpétrées par cet homme et que je ne suis pas la seule concernée. Et publiquement, tout le monde se tait. Les gynécologues, les médecins, leur réponse est unanime. Au mot viol, l'incestuel te déshumanise, il te rend objet. Mais une des doubles peines les plus dures de ce système, c'est que si on n'est pas écouté, on se dit « à quoi bon vivre ?» On parle des violences patriarcales qui marquent le corps ou qui ôtent la vie, moins de ce qui ne laisse pas de traces visibles. Dans une société patriarcale, violer est un acte normal, pas une déviance de quelques fous. Tous les hommes sont susceptibles de commettre un viol. Comment accueille-t-on une parole aussi poisseuse, sans avoir peur qu'elle te colle à la peau? Comment parler? Comment le faire? Lorsque j'avais 14 ans, j'ai vu mon père frapper violemment ma mère avant de la menacer avec un couteau. Je n'ai pas seulement été témoin de la scène, mais acteur, car je me suis interposé pour mettre fin au coup. J'ai fini par trouver le courage de parler à ma mère quand j'avais 13 ans. Ces mots ont été cinglants. Tu ne peux pas me faire ça. Arrête de raconter des histoires. De toute façon, tu n'es qu'une menteuse. Si je devais en vouloir à quelqu'un, ce ne serait même pas à mon violeur, mais à l'État. Il est défaillant à tous les niveaux. On est forcé à se réparer soi-même pour un crime qu'on n'a pas commis et que la société a permis. Merci aux personnes encore qui ont témoigné à Politis et dont certaines sont venues aujourd'hui, parfois de très loin. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent poser des questions, réagir, parler, dire quelque chose ? Oui, merci. Je voudrais dire que quand Eva Thomas, à laquelle vous faisiez référence, a témoigné au dossier de l'écran, moi à l'époque j'étais au collectif féministe contre le viol, le numéro de téléphone du collectif féministe contre le viol était incrusté, et donc le lendemain on a reçu tous les appels, et c'était une déferlante d'appels, une déferlante de douleurs, de non-dits, des femmes âgées, des femmes de tous les âges. C'était terrible, terrible. On s'est mobilisé contre ça, on a lutté, on a réussi à faire des choses, puisqu'on a réussi en 89 à faire reculer pour la première fois l'âge de la prescription quand il y avait viol par ascendant, c'est-à-dire qu'il a commencé à courir après la majorité, 10 ans après la majorité, et pas 10 ans après la commission des faits. Ce qui veut dire qu'on avait quand même réussi à établir un certain rapport de force. Eh bien, on a vu que petit à petit, tout ça a été enterré. De nouveau, il y a eu une chape de plomb qui s'est collée dessus jusqu'à le moment MeToo, jusqu'au bouquin de Camille Kouchner, etc., etc. Et il faut qu'on fasse très attention.
à maintenir la mobilisation, à empêcher que de nouveau la chape de plomb retombe sur ce crime. Merci Madame d'avoir rappelé à quel point, effectivement, sans arrêt, depuis des décennies, le couvercle retombe toujours, encore et encore. Ça s'est passé l'an dernier, en novembre 2023, avec la remise du rapport de la Civise, 82 préconisations, 750 pages sur tous les volets, de la prévention aux actes à mener, à tout, et ce rapport a été quasiment enterré, puisque la Civise, aujourd'hui, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Monsieur le député, vous êtes là, merci d'être avec nous. À quand, demain, un conseil des ministres qui traite de la question de l'enfance et des violences sexistes et sexuelles? À quand on sait que ça touche tout le monde, tous les milieux, tout le monde, partout, c'est le problème le plus universel. À quand un conseil des ministres, au moins sur cette question-là? Je m'appelle Émilie Vincent et je vais volontairement dire mon nom de famille. Je vais vous partager l'expérience que j'ai eue avec Politis, puisque j'ai témoigné et j'ai volontairement voulu que mon nom de famille apparaisse. Et il s'avère que je vais les nommer parce que j'en ai rien à foutre, que mes parents, mon père et ma belle-mère, ont appelé le journal pour les menacer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Émilie Vincent en France, mais il n'y a pas beaucoup d'agresseurs d'Émilie Vincent. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et donc, on a dû enlever mon nom de famille pour pas qu'il y ait de plainte pour diffamation. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la réalité des faits. Voilà. Donc voilà, je m'appelle Émilie Vincent, ça reste mes parents, je sais d'où je viens, mais en effet, j'ai pas besoin de ce nom de famille pour exister. Bonjour, je suis peintre de nature, donc c'est la loi du silence aussi. Mais par contre, j'ai enseigné de la maternelle à la fac. Et pour rebondir sur la problématique de l'éducation nationale, en étant en interne, je me dis en effet, il y a des peurs qui sont tellement sociales que chaque enseignant ne peut pas peut-être porter seul. Et donc si une personne intervient en plus en soutien, en réo, pour, on va dire, l'enfant peut pas tout porter. Il peut pas porter la parole s'il sent que c'est pas autorisé. Et dans le cadre dans lequel il est, c'est autre chose qu'on lui demande. Donc, du coup, je me dis qu'il y a des solutions, peut-être avec des personnes qui viendraient, des boîtes, des boîtes à témoignages. Enfin voilà, il faut que ça s'ouvre. En effet, dans l'éducation nationale, c'est la base. Voilà, je me permets. Du coup, je vais en profiter pour citer les paroles de Cécile C. et du juge Édouard Durand. Je te crois, c'est un verbe d'action. Et Cécile C., la fois dernière, quand elle faisait la dédicace de son livre à une date, il n'y a pas longtemps, disait que oui, c'est certes de pouvoir sensibiliser l'enfant à etc. C'est une chose, mais c'est l'adulte qui doit qui doit dire. C'est juste l'adulte qui doit dire à l'autre adulte, je t'ai vu faire là, je t'ai vu et c'est pas possible que ça se reproduise. Et là, l'enfant sait qu'il aura un allié s'il a besoin de parler. Et l'adulte, la plupart du temps, je pense qu'il ne le fera pas du coup parce qu'il a été vu et qu'on lui a dit « je t'ai vu ». Donc c'est vraiment pour moi la responsabilité d'abord des adultes et pas d'abord de sensibiliser les enfants. Les enfants le savent, que leur corps c'est leur corps. Tout petit, ils le savent. Leur apprendre, c'est bien, mais c'est pas suffisant en fait. Voilà, merci. Moi, je voulais dire une chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment le sentiment, c'est la question que je posais à mon voisin tout à l'heure en off, je lui demandais s'il était optimiste. Et il m'a dit, je peux le dire, oui. Vaut mieux être optimiste, sinon faut tout lâcher. Et moi, je voulais dire quand même que
j'ai le sentiment... alors, ce que vous dites va pas forcément dans ce sens-là, mais moi j'ai quand même le sentiment, quand je vois mes filles, donc c'est une autre génération, elles ont 16 ans, elles ont 22 ans, eh ben, je trouve que quand même les choses ont changé. De ma génération à la leur, je veux dire, c'est... tu parlais de révolution culturelle. Oui, je crois que la culture, l'historien Fernand Braudel disait les mentalités sont des prisons de longue durée. Parce que les mentalités, elles changent très, très lentement. Mais moi, chez moi, j'assiste à un changement phénoménal. Le rapport à la sexualité, sur les questions de genre, le regard porté sur les violences sexuelles. Mais je veux dire, c'est énorme le changement. Et donc, moi, je trouve que ça rend optimiste. Alors maintenant... quelque chose qui m'incline en revanche au pessimisme, c'est que j'ai le sentiment que au moment même où on prend conscience, et moi j'ai le sentiment qu'on prend conscience là vraiment de l'ampleur du chantier, c'est le moment où on trouve quand même des services publics quasiment détruits. Et ça, oui, alors la préconisation de la Civis, une des préconisations de la Civis, c'est de faire un dépistage systématique par la médecine scolaire. Mais il n'y a plus de médecins scolaires. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de médecins scolaires. Où c'est que vous allez les entendre, les enfants qui ont été abîmés? Peut-être dans les CMP, mais il n'y a pas de place dans les CMP, vous faites là que 2 ans pour avoir une place. Et puis, ils vont aller à l'hôpital, ils vont aller dans les soins-études. Vous savez combien il y a de centres de soins-études à Paris? Il y en a un. Je veux dire, au moment où on prend conscience de l'ampleur du chantier, je pense que la question des services publics, c'est quand même quelque chose de très important. Et l'ASE, voilà. Et c'est là qu'elle commence la parole. Elle commence avec des professionnels bienveillants. Et voilà. Il y a ces structures-là. Ouais. Après, si je peux me permettre juste de rajouter là-dessus, je suis entièrement d'accord forcément avec ce qui est dit sur la question des moyens. Après, pour avoir mis en place avec Move Enfants, on a mis en place une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. On s'est déplacé là dans 28 villes, on va continuer notre chemin. En réalité, oui, il y a la question des moyens, mais il y a là aussi la question comment est-ce qu'on fait face culturellement ensemble, et pas uniquement sur une relation, on attend d'un dominant, donc un pouvoir ou autre, de changer les mentalités, mais comment est-ce que nous on peut agir en réalité? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Alors là on fait quelque chose, c'est sympa, on fait une soirée, etc. Dans les faits, on voit bien, moi je prends des exemples d'ailleurs, que ce soit à Mayotte, en Corse ou autre, avec de vraies difficultés qui apparaissent, ce qui fait que la République tient, ça a été démontré notamment par des travaux de recherche, etc. Quand même, c'est quoi? C'est qu'on a des volontés quand même sur le terrain de personnes qui veulent faire vivre la République. La République, c'est nous aussi d'une certaine manière, et je pense qu'on a besoin de faire vivre les choses de cette manière-là. On doit demander une loi au bout d'un moment parce qu'elle est nécessaire au regard de ce qui se passe, une loi impérative qui doit venir changer, j'allais dire manger les mentalités, mais c'est quand même assez intéressant, changer les mentalités. Mais je pense que derrière, on ne doit pas se dédouaner non plus, nous, de quelque chose, d'une forme d'introspection sur nos pratiques, sur la manière, etc. Et je prends l'exemple, ne serait-ce que Corse, par exemple, où j'ai été dans 4 villes. J'ai rencontré plus de 250 personnes. Au début, la question des moyens, c'est invité tout de suite. On n'a pas assez de moyens en Corse, ce qui est vrai. Hein. Les Corses, ils sont dans un truc, personne n'en parle, quasiment tout le monde s'en moque, parce qu'on va souvent chez eux en vacances ou autre, si je peux dire quelque chose comme ça, quand les gens ont la chance d'aller en vacances. Mais en réalité, ils ont un afflux de personnes, de plus de 2 millions de personnes chaque année pour faire du tourisme. Ils n'ont pas de moyens en plus pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Et pourtant, tout le monde vous dit... pourtant c'est l'explosion notamment en été, parce que vous quand vous arrivez c'est du grand n'importe quoi, etc. Et donc ça veut dire que derrière ils ont ça à gérer. Mais au final vous avez quoi? Vous avez des professionnels de terrain mais qui font le job en réalité, qui font que la Corse c'est pas un no man's land, pour dire les choses de manière très claire, et qui surtout au bout d'un moment même se rendent compte que même ils ont besoin aussi d'espace pour voir comment est-ce qu'on fait évoluer leurs pratiques, etc. Et donc ils sont en train de montrer, comme ça se fait ailleurs, Mayotte également le fait, la Martinique le fait également, la Guyane également, il y a des choses qui se passent. Bien sûr qu'on a besoin de moyens, mais on a aussi besoin de se dire collectivement que si 9 fois sur 10 on dit à un enfant je te crois mais je ne te protège pas, voire t'es un menteur, t'es une menteuse, ça c'est pas que des moyens en réalité, c'est des moyens
bien entendu, en termes de politique publique, pour qu'on puisse évoluer, mais c'est aussi une prise de conscience collective. On a tous un devoir de citoyen qui doit être fort quand même, de citoyens et de citoyennes, qui doit être fort pour être en capacité de faire changer les choses. Et je pense que c'est important. Moi, j'entends la question des moyens. Pour moi, il n'y a pas que les moyens en réalité. Il y a aussi notre manière, comment nous on pense la politique, et qui n'est pas uniquement, là pour le coup, je vais faire un peu, tout à l'heure j'ai un peu, visé monsieur le député en disant qu'il y a des choses qui peuvent bouger, mais je pense que nous aussi, politiquement, nous sommes quand même des personnalités politiques à notre niveau. Merci beaucoup. Une amie très proche a décidé d'écrire en pièce de théâtre ce qu'elle a vécu, et pour l'accompagner, pour l'aider à s'exprimer, parce que même presque 15 ans après la mort de son père, elle est encore sous emprise. J'ai essayé de trouver des associations pour qu'elle puisse aller juste faire partie d'un groupe de parole, et ça a été extrêmement difficile. Et au-delà de ça, il y a juste une forme de classe sociale, même si c'est quelque chose qui arrive pour toutes les classes sociales, et ça évidemment, il se trouve que l'accès à la possibilité de dénoncer et d'être reconnu est peut-être plus compliqué pour des personnes qui n'ont juste pas le temps professionnellement de pouvoir se libérer. Là, elle profite d'être en RQTF pour sa bipolarité, pour aller à un CMP qui ferme à 17h, mais c'est extrêmement compliqué, et c'est une fois tous les 2 mois pour renouveler son ordonnance, mais c'est pas ça dont elle a besoin. Elle a besoin d'un espace dans lequel elle se sent en sécurité. Et donc, moi, je me rends compte qu'il y a quand même cette difficulté d'avoir une réponse immédiate, d'appeler quelque chose et d'être suivi et de savoir où aller. Quand avec elle, j'ai pris un rendez-vous à Antony, et le rendez-vous était à 2 mois d'écart, il s'est trouvé que je ne pouvais pas l'accompagner, je ne pouvais pas être avec elle ce jour-là. Du coup, elle n'y est pas allée, et voilà, et ça reste en circuit fermé. Donc la pièce de théâtre, on va jouer une petite scénette mercredi prochain, mais ça permet peut-être pour elle de mettre en contact ce qu'elle pense, qu'elle voit, avec un autre public qui est le vôtre, et qui est un peu éduqué, quoi. C'est une autre classe. Enfin voilà, on est surinformé ici dans cette salle sur ce sujet-là, je pense. Mais il y a des classes sociales qui sont à 10 000 km de ces sujets-là, et qui sont encore plus asservis par le déni et par une forme de domination. Merci. On a encore un programme très chargé, donc peut-être dernière prise de parole, parce que ensuite on a encore une longue soirée très intéressante. Il faut tenir sur... Merci de me donner la parole. Je m'appelle Mirle, je suis artiste et j'ai rejoint Move Enfant. Pardon, c'est l'annonce de la... Oui, on demandait à monsieur quand est-ce que c'était la pièce et où. Donc c'est dans ma voix porte. C'est des petites scénettes, c'est une scène ouverte. Je ne sais pas s'il y a des enregistrements. C'est 2-3 scénettes, et on profite d'une scène ouverte pour pouvoir tester un peu nos premières mises en scène, etc. Donc c'est au Cénobar, dans le 20e. Je crois que c'est rue Victor Delattre. Ça se trouve assez facilement sur Facebook et sur Google. Merci. Merci. Je me permets juste rapidement pour vous donner un éclairage. Donc, je m'appelle Mirle, je suis artiste, j'ai rejoint Move Enfant avec Monsieur Gallet qui est sur scène. Et de ce fait, dans le travail en tout cas de reconstruction et de réparation, il y a un élément moi qui m'est apparu quand j'ai écrit l'un des livres que je rédigeais, c'était que l'inceste déplace les générations entre elles. Et en fin de compte, les enfants que nous avons été se sont retrouvés en fait à la place d'un adulte. Et dans notre conscience, ça crée un bouleversement total qui peut être rééquilibré, il y a des techniques heureusement, mais qui reste un déséquilibre profond. Et Dorothée Ducy, que vous avez certainement lu, dans le berceau des dominations, indique que l'inceste est structurant de la société. Alors du coup, on peut entendre le chaos que nous vivons
au regard de ces générations déplacées, et que de ce fait, ce que nous vivons dans les services publics, dans tous les domaines de notre vie et du vivant, a trait notamment à ce déplacement des générations. C'est sur ces mots et sur les travaux de Dorothée Ducic qu'on va terminer la première table ronde. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui auraient voulu s'exprimer. On pourra échanger de façon informelle après, puisque la soirée est encore longue. Je remercie à tous les trois d'être venus. C'était passionnant.